davantage, et Mauvais nous rejoindra également. Très bien. Écoutez, allons-y. Bonjour à toutes et à tous. Encore assez masculin ce matin, à ce que je constate, mais merci Mme Wagner d'être présente pour nous sauver de la faillite de la parité. Donc je suis Thomas Le Sueur, commissaire général au développement durable. Ah ben voilà, Marie-Edna qui vient de nous rejoindre également et qui améliore un tout petit peu ce ratio, quand même, qui va rester assez défavorable, je le crains. Bon, on est là ce matin pour parler de mobilité avec trois startups qui vont nous présenter leurs solutions. Donc avec Laure Wagner, directrice d'1 km à pied. Merci d'être là, vous présenter votre solution. Laurent Larocca. Je vois si, vous voyez, ça y est, à l'écran, juste indiqué avec. Bonjour à toutes et à tous. Laurent, donc le directeur de Tree. Thomas Côte, directeur de Weber. Il y a beaucoup de Thomas dans cette réunion, on va essayer de ne pas se perdre. Et donc, également la présence d'un pôle de compétitivité, Marie-Edna, qui vient nous rejoindre et que je salue. Il y a également, au titre des représentants de l'État autour de cette conférence, donc, des membres du commissariat général au développement durable, donc notamment Thomas Cotinet, le chef de l'Ecolab, et Benoît Spiker, grand organisateur de cette réunion. Nous avons donc en principe la DITP, mais je crois qu'on n'est pas encore connecté, la direction interministérielle de la transformation publique qui nous rejoindront, et puis surtout la direction de métier concernée par le thème d'aujourd'hui, donc la question des transports, avec la direction générale des transports, en particulier donc, des infrastructures de transport, DGITM. Et donc, pour la DGITM, il y a plusieurs représentants. Claire Barito serait là, mais je ne la vois pas. Donc, en revanche, je vois qu'il y a qui est présent pour la DGITM, Cécile Lagache. Et il y a un autre nom, oui. Bonjour. Bonjour. Voilà. Et puis, Charles Simone, c'est bien ça? Et David Cobel. Et David Cobel. Avec tous les noms sur l'écran, je suis un petit peu perdu, mais de toute façon, chacun, au moment de sa prise de parole, pourra davantage préciser son rôle dans la structure. Ah ben voilà, Claire Barito qui nous rejoint, qui est la chef directrice de la mission Innovation numérique et mobilité. Je serai très bref pour vous dire quelques mots d'introduction cette réunion, cette conférence qui est retransmise. Donc, merci de bien veiller à chaque fois à rappeler qui vous êtes et quelle structure vous intervenez. On va parler mobilité. Je pense que le sujet, malgré le confinement, est un sujet qui va rester clé dans les mois et les années qui viennent, clé pour les questions, bien entendu, climatiques, mais aussi parce qu'il y a bien quelque chose que l'on fait tous les jours, qui touche notre vie quotidienne. C'est bien des actions de mobilité, avec des enjeux de vie personnelle, mais des enjeux aussi de responsabilité citoyenne et écologique. Alors, comment faire en sorte que nos mobilités soient tous, en tout cas, plus efficaces à tout point de vue, efficaces pour optimiser notre trajet, optimiser les coûts de notre entreprise, optimiser l'articulation avec notre famille, optimiser notre empreinte environnementale. Bien sûr, des questions d'infrastructures très lourdes, des questions de système de transport. C'est le rôle de la DGITM, mais il y a également beaucoup d'innovation, beaucoup d'assistance, beaucoup d'appui qui peut être donné, beaucoup de dimensions de service, de facilitation qui peut être donnée à tous les acteurs, soit les acteurs individuels, les acteurs collectifs, les entreprises, les collectivités locales, les associations, etc. Et tous ces sujets-là, la loi d'orientation des mobilités qui a juste un an, quasiment un an, elle a été promulguée le 24 décembre 2019, mais elle a été travaillée depuis 2017. C'est vraiment un travail très intense que la DGITM, donc la Direction générale des transports, a pu conduire depuis 2017. Et cette loi a justement cette ambition d'améliorer les déplacements du quotidien. Et vous, les trois startups qui êtes
présente aujourd'hui, et je vous remercie beaucoup de votre mobilisation heure matinale, eh bien, vous êtes précisément des apporteurs de solutions, apporteurs, j'allais dire, dans le cadre ou dans le contexte de cette loi, et de cette volonté politique d'améliorer la mobilité du quotidien, plus particulièrement de l'améliorer en ayant une exigence de mobilité durable, qui est un des éléments clés, je l'ai dit en commençant. Donc, le mieux, c'est que je puisse vous donner la parole pour présenter vos solutions. Le but, c'est de les faire mieux connaître aux acteurs publics que nous sommes autour de cette conférence, et puis ceux qui nous entendent dans les retransmissions qui sont faites. Parce que faire connaître vos solutions, c'est peut-être aussi vous permettre d'exprimer les limites, les obstacles, les embûches que vous rencontrez pour les déployer. Et puis, c'est permettre tout simplement de les faire connaître pour en améliorer encore le rayonnement. Je ne vais pas être plus long, je vais vous donner la parole, mais peut-être avant, je vais laisser la DGITM dire quelques mots si le souhaite. Je ne sais pas à qui je peux donner la parole. À Claire Marito, peut-être? Oui, merci Thomas. Bonjour à tous. Merci d'être présent aussi à cette heure matinale. Donc, on est ravis de pouvoir vous écouter pitcher ce matin. La mobilité, comme l'a rappelé Thomas, il y a énormément d'enjeux. Donc, non seulement avec presque les 1 an de la loi orientation mobilité, ainsi que la crise sanitaire qui a vraiment révélé les déplacements ou la démobilité comme étant un des enjeux importants pour nos libertés, mais aussi pour nos moyens de développer nos liens sociaux, de développer notre économie, nos emplois. Ça fait partie vraiment d'un des socles de base de nos besoins fondamentaux. Et les solutions innovantes que peuvent développer les startups sont réellement des atouts pour relever les défis qui sont devant nous et les défis actuels. Donc, on a vraiment besoin de vous pour apporter à l'écosystème des mobilités et à l'écosystème tout court, étant donné que les mobilités sont un sujet transversal qui appuie, sur lequel différentes politiques publiques s'appuient. On a besoin de vous pour ressourcer ce monde des mobilités, pour apporter de nouvelles solutions, pour aussi combattre l'autosolisme. Un des enjeux, et maintenant je pense que c'est bien intégré, c'est bien sûr la transition écologique, le zéro carbone. Et cette semaine, nous sommes la semaine des 5 ans de l'accord de Paris. On peut dire que on peut fêter aujourd'hui cette ambition qui est présente et maintenant dans tous les discours, des acteurs de la mobilité. Maintenant, ce qui est important, c'est de passer du discours aux actes et les actes s'ajoutent. Donc, nous sommes donc tout oui pour vous écouter et on vous remercie. Je remercie mes équipes qui sont présentes donc à la mission Innovation Numérique du Territoire. Donc, il y a Charles Simonet, David Cobel qui a notamment, avec French Mobility, qui maintenant est France Mobilité, a pu donc labelliser un certain nombre de startups. Victor Alençon, mon adjoint, là, que je vois, et puis Cécile Lagasse qui nous faisait un petit coup avant de partir à d'autres réunions, les réunions par vidéo étant bien nombreuses, et Thomas ne me contredira pas dessus. Je remercie aussi Thomas Coutinet qui m'a invité, le chef d'Ecolab, et puis donc Benoît Fidler qui est dans son équipe. Bonjour Thomas. J'en ai fini, je pense que ce n'est pas la peine de m'étendre plus. Thomas a tout dit sur la mobilité. Maintenant, je vous laisse la parole. Dans l'ordre, on avait prévu que ce soit la start-up Laure Wagner de 1 km à pied qui commence la présentation. Ok. D'autres personnes souhaitent se présenter avant que nous commencions. Madame Marie-Hildin, vous souhaitez vous présenter rapidement du pôle Moveo avant que nous commencions?
Oui, tout à fait. Donc, oui, avec plaisir. Bonjour à tout le monde. Merci de m'avoir invité à ce début de matinée qui a l'air très intéressant. Moi, donc, je travaille chez Moveo, qui est donc un pôle de compétitivité sur tous les sujets de mobilité. Et je m'y occupe des sujets d'innovation pour la mobilité intelligente, c'est-à-dire tout ce qui est au croisement, en gros, transport et numérique, ou pas. Donc, transport et manque de numérique dans l'autre sens. Et donc, j'accompagne des projets où je porte moi-même des projets de tout type, régionaux, nationaux, européens, pour travailler sur l'innovation pour cette mobilité plus propre. Est également présente Adèle Francelet, aussi de l'Ecolab, qui travaille sur les sujets de communication, qui nous a assisté sur les sujets de communication, et qui va poursuivre son stage dans quelques semaines, donc dans la startup The Trip. Voilà. Et donc, qui est intéressé à écouter cette réunion de ce matin. Et également, Alain Marguerite, qui s'occupe aussi, qui est chez nous en charge d'un certain nombre d'outils d'information au CGDD. Parfait. Wagner, à vous. Ok. À moins qu'Adèle ait un changement de programme, je pense qu'elle va venir en stage chez nous. Oui, je confirme, c'est bien, 5 km à pied la start-up. Alors, hop. Eh bien, bonjour à tous. J'ai prévu une petite presse et c'est parti. Je vais commencer par me présenter. Donc, Laure Wagner, donc, je suis la fondatrice de 1 km à pied, qui n'est pas une appli de marche, mais bien un outil de data analyse des trajets domicile-travail. Avant ça, j'ai travaillé 11 ans chez Blablacar, qui était covoiturage.fr au départ. J'ai même été la first employee, comme on dit dans ce milieu. Et donc, 11 ans de conduite du changement et aider les autosolistes à passer au covoiturage. Et notamment, j'ai beaucoup travaillé sur le lancement de Blabla Lines et tous nos outils covoiturage domicile-travail. Donc, je suis vraiment plongée dans ces sujets depuis longtemps. Et avant ça, j'avais déjà bossé 2 ans pour la Semaine européenne de la mobilité que vous devez bien connaître. Je suis aussi en parallèle bénévole pour le Shift Project et je suis co-auteur de la fresque de la mobilité qui va bientôt sortir. Accrochez-vous, il y aura un outil de plus pour sensibiliser. L'équipe d'1 km à pied aujourd'hui, elle est assez réduite. Waiki qui s'est connecté là, qui est donc le CTO d'1 km à pied et moi, et on a des freelances qui travaillent ponctuellement pour nous et 3 stagiaires actuellement et donc qui terminent à Noël et donc Adèle nous rejoint en janvier. Ce qui a été à l'origine du lancement d'1 km à pied, c'est ça, c'est vraiment le climat, c'est le fait que soit dans une urgence absolue et que, d'après les chiffres, il faut que les transports français réduisent son impact de 76% avant 2030, donc autant dire qu'on a du boulot. Alors même que la structure des trajets ne permet pas, enfin en tout cas tout de suite, de faire un coup de baguette magique. Les distances domicile-travail aujourd'hui sont de 16 km en moyenne à l'aller en France. C'est trop long pour être marchable ou cyclable. C'est la raison pour laquelle il y a un plafond de verre aujourd'hui sur les mobilités douces. 75% des actifs français sont en voiture matin et soir. Alors l'INSEE dit 70, l'IFOP dit 74, mais bon, on est toujours au-dessus de 70. Et la fréquence est toujours 5 jours par semaine. Et malgré le boom du télétravail, en fait, peu d'actifs peuvent télétravailler. Donc il ne faut pas compter là-dessus pour réduire l'ensemble de l'impact des trajets. Puisque seulement 26% des actifs français ont un poste éligible au télétravail. Ça ne veut pas dire qu'ils en faisaient beaucoup avant, mais avec le confinement, ça s'est accéléré. 14% peuvent difficilement et 60% ne peuvent pas du tout. Et ça colle, c'est une étude qui date d'avant le Covid, et ça colle exactement à ce qui s'est passé. On parlait de 8 millions d'actifs en télétravail sur le premier confinement, donc c'est bien le premier bloc, plus un petit peu du deuxième, voilà. Et donc, il faut anticiper parce qu'on est à faire face à une triple crise climatique, économique et pénurie de pétrole dont on n'entend pas trop parler. Il faut vraiment suivre les conférences de Jean Covici, etc. Alors que je trouve que ça doit être sur le dessus de la table. Mais bon. Donc, il faut vraiment anticiper parce que les employés de terrain, donc quand même 3/4 des actifs français non éligibles au télétravail, vont avoir de plus en plus de mal à venir de loin et on risque d'avoir une crise gilet jaune fois... Je ne tenterai pas un chiffre, mais bien pire. Malgré le contexte, seulement 8% des entreprises ont fait leur plan de mobilité. Alors, c'est un chiffre qui commence à dater un petit peu. D'après mes sources, on serait peut-être à 10 max. D'où la loi d'orientation des mobilités qui souhaite accélérer tout ça, abaisser le seuil à 50 salariés et qui a créé le forfait mobilité durable. Mais le problème, c'est que si 20 cabinets spécialisés du type
les cabinets qu'on connaît tous, hein, Ecodet, Viter, Indigo, etc., font 15 plans de mobilité par an. Il faudra donc 233 ans pour appliquer la LOM sur les 70 000 sites de plus de 50 salariés en France. Donc, on a un souci, il faut absolument accélérer. Notre vision, du coup, c'est d'aller vers la démobilité. Parce que vu l'enjeu aujourd'hui, on ne peut pas se contenter de garder les mêmes trajets et de faire du vélo à quelques personnes. Donc, on veut construire un futur souhaitable où un maximum de salariés pourraient travailler à 1 km à pied de leur domicile pour réduire les émissions de CO2 tout de suite et créer des bassins de vie résilients, par la force des choses. C'est un chouïa utopiste, 1 km à pied, bien sûr, mais dans les années 60, le trajet domicile-travail moyen était de 3 km, avant le boom de la voiture individuelle. Voilà, donc c'est possible de revenir à quelque chose de plus simple, plus frugal, plus local, plus résilient, et on a très peu de temps pour le faire. Et donc, c'est pour ça qu'on le fait, nous, cet accompagnement, cette réflexion, on le propose aux entreprises en 48 heures. On utilise donc le fichier Excel du fichier du personnel, tout simplement, qu'on arrive à traduire, à faire parler, pour faire un diagnostic des trajets très complet, durée, distance, carbone, place de parking, trafic, bref, tout ce que vous pouvez imaginer. Deuxièmement, on vient chiffrer, là, les petites pastilles rouges, ce sont le nombre de salariés cœur de cible pour chaque action. Ceux à qui on a trouvé un trajet cyclable potentiel, une alternative en transport en commun, qui sont à distance statistiquement faisable en covoiturage, etc. Et l'étape ultime qui est de rapprocher les employés de terrain de leur domicile. Je vous explique l'idée. Le petit bonhomme rouge qui est en haut à droite ici et qui travaille pour un groupe multisite ou pour un service public, par exemple, il est agent de la Poste et il travaille pour la Poste rouge qui est ici alors qu'il a une Poste verte plus proche de chez lui. Donc nous, on va aider l'employeur, parce que lui, il n'est pas idiot, hein, il le sait très bien, il la voit à la Poste plus proche de chez lui, mais c'est l'employeur qui n'a pas la vue globale et qui n'a pas d'alerte pour proposer au petit bonhomme rouge de rejoindre l'établissement vert à chaque fois qu'un poste se libère. Donc c'est ça qu'on propose pour que petit à petit, on rapproche les gens de leur domicile, sachant que le potentiel est énorme, c'est environ un quart des salariés des grands groupes multisites et des services publics qui ont un établissement de leur propre employeur plus proche de chez eux. Donc vous voyez, il y a de la marge. On accélère la démarche. Aujourd'hui, un plan de mobilité, c'est environ 6 mois d'enquête pour obtenir 30% de répondants, donc c'est biaisé. Ensuite, il faut mettre en forme tout ça, le rendre intelligible, traduire les infos et prioriser ensuite, et faire sa com, briefer un graphiste, etc. C'est environ 12 mois. Ce qu'on propose, c'est donc de le faire en 48 heures. On fait la data de 100% des trajets, plus leur report modal, tout de suite présenté en data vise, chiffré, priorisé. Donc, on sait tout de suite ce qu'il faut en faire et qui s'accompagne d'un kit de communication pour la conduite du changement, sachant que j'étais responsable communication de Blablacar, donc ça me tient à cœur que cette partie-là soit efficace tout de suite. Passionné de nudge, je le disais, si ça vous intéresse d'ailleurs, j'ai fait un webinaire sollicité par l'APCC sur comment utiliser les nudges pour accélérer l'adoption des comportements vertueux. On a nos premiers clients, ça intéresse tout le monde, bonne nouvelle, ça intéresse des startups digitales, donc Blablacar, Swag, bon Blablacar facile, je vous avoue que c'est mon ancien employeur, donc ils ont été un peu bêta-testeurs, des corporates, Figaro Mobilia, des privés, l'Occitane, McDo, Point P, IDEX, du public, SNCF et Dalkia, alors pas en national, hein, on travaille sur SNCF, PACA et Dalkia à Lyon, et une première collectivité, Épernay, qui a fait le choix de nous prépayer plusieurs plans de mobilité, et je vous en parlerai juste après, pour faciliter la démarche de plan de mobilité sur son territoire. Justement, nos offres pour le secteur public. Donc, on a une offre collectivité et pour les AOM, c'est que du coup, la collectivité finance les plans de mobilité des entreprises de son territoire. Donc là, j'ai mis quelques logos de ce qu'on a fait pour Épernay. Nous, on bosse et en échange, on livre à la collectivité une méta-analyse de l'ensemble, alors anonymisée bien sûr, agrégée, avec des médianes, etc., pour qu'ils puissent dimensionner l'offre de transport en commun, vélo et transport à la demande, notamment. Et puis les challenges mobilité, etc. On a aussi une offre service public et hôpitaux pour justement rapprocher les employés de terrain de leur domicile. Donc en gros, on est sur le bazar à gauche, et grâce à notre outil d'identification des rapprochements, on va, je l'espère, rapidement arriver sur une situation plus logique à droite, où du coup, il y aurait aussi, par voie de conséquence, moins d'absentéisme, moins de turnover. Enfin, le turnover n'étant pas un souci dans le public, mais l'absentéisme, oui. En tout cas, plus de productivité, de flexibilité. Par exemple, voilà, un petit logo La Poste.
Les freins à notre action. On nous a dit en préparant cette réunion qu'il ne fallait pas hésiter à dire ce qui nous empêchait d'aller plus vite. Donc, j'y suis allée. Donc, voici les freins à notre action. Il y a une méconnaissance terrible des employeurs, de la LOM, du FMD, des NAO mobilité, du climat même, et de l'impact de la mobilité. Il y a aussi donc ce manque d'obligation, hein, vous le savez, le fait qu'il n'y ait pas de deadline pour faire son plan de mobilité, pas d'amende, pas d'impact sur l'image. Et ce qui fait que en fait, les employeurs ne sont pas très motivés pour travailler sur ce sujet-là. C'est vraiment la dernière roue du carrosse. Et le FMD, désolé, mais a un peu tué la conduite du changement, puisque avant la LOM, il fallait faire, en tout cas, même s'il n'y avait pas d'amende ni rien, mais il fallait quand même faire sur le papier une analyse des trajets, établir un plan de réduction de l'impact, mener la conduite du changement et faire un dépôt à son AOM. Alors que depuis la LOM, finalement, la seule obligation, c'est de proposer le FMD. Et donc, on signe sur un papier, bah voilà, ok, on va faire le FMD, on fait une toute petite com interne, et puis passez à la compta si vous le voulez. Et donc, on va le donner aux rares qui le réclament, mais il n'y a plus de conduite du changement, il n'y a plus rien. Donc, au final, puisqu'on doit faire un plan de mobilité que si on ne trouve pas d'accord sur le FMD. Donc, voilà, on fait le FMD un peu à la baisse, et en fait, ça dispense complètement du rôle de l'employeur de la conduite du changement. Donc, petite alerte là-dessus. Mais on relève le défi quand même. Et donc là, je parle pour moi, mais les startups, voilà, on se paye des outils de prospection qui sont nombreux, qui sont chers. On joue à Sherlock sur LinkedIn parce qu'il n'y a pas de fichier. Il n'y a pas de fichier des communautés de communes, il n'y a pas de fichier des AOM, il n'y a pas de fichier des élus de transport, il n'y a pas de fichier. Voilà. On se débrouille. Mais le public n'est pas beaucoup sur LinkedIn. On se paye un commercial. J'explique la LOM 5 fois par jour. Je fais des articles, des webinars. Donc on y va, on relève le défi. Donc, j'ai des idées pour vous, et comme on approche de Noël, j'ai présenté ça comme un peu une liste au Père Noël. Donc, comme le Père Noël est là, on y va sur les idées. Voilà, sur le service après loi, éventuellement, peut-être que ce serait pas mal d'embaucher vraiment un marketing manager senior venant du monde des startups, dont l'objectif est d'informer l'ensemble des employeurs publics et privés, désolé, il manque des S, avec du coup un webinaire hebdomadaire, vraiment être hyper présent de la DGITM, relayé par les CCI partout en France et les AOM pour que ça diffuse, une FAQ géante, un chat en direct sur France Mobilité pour obtenir des réponses voilà, directement. Et je lui jette pas la pierre, mais ça fait par exemple 15 jours que j'attends une réponse de la DGITM sur un point précis, et c'est difficile d'obtenir des réponses. Un emailing éventuellement via les fichiers de Bercy qui est capable d'écrire à toutes les entreprises, mais voilà, qui ne fait pas ce boulot pour l'instant de descente de service après loi. Pourquoi pas aussi créer un registre des plans de mobilité employeurs, puisque l'obligation est impopulaire, et je le comprends, et bien dans ce cas-là, de bons élèves. C'est ça le nudge, c'est faire en sorte que ce soit la nouvelle norme sociale, la nouvelle norme des entreprises de faire son plan de mobilité. Donc, rendons public les entreprises qui ne le font pas et celles qui le font. Et facilitons aussi par la même occasion le travail de prospection de l'écosystème, parce qu'aujourd'hui, il est impossible de savoir quelle entreprise a déjà fait son plan de mobilité d'une entreprise qui l'a déjà fait. Donc, nous, on prospecte, on met de l'effort et puis on apprend, non, elle a déjà fait. Ah, d'accord, merci. Alors, comment ça pourrait être possible? J'en ai parlé à Margot Sanchez de Betagouv, et en fait, elle avait eu la même idée. Il suffirait d'ajouter un champ sur la conformité plan de mobilité rempli par les AOM sur l'API entreprise qui existe déjà, et du coup ça s'afficherait sur société.com, sur tous ces API qui utilisent, enfin tous ces services qui utilisent l'API entreprise. Et puis promouvoir les solutions, les fameuses Green Tech Innovation sur Polytech, sur les salons flotte automobile, salon des maires et j'en passe. Bon, alors évidemment les salons en ce moment c'est pas le top, mais dans un monde post-Covid. Et puis, du coup, en ligne sur alors le site de France Mobilité, on y est un petit peu, mais pas mis en avant comme Green Tech et Innovation. Sur le site du ministère des Transports, sur le site de l'ADEME, sur le site du ministère du Travail, parce que les gens vont pas forcément chercher des Green Tech Innovation, ils savent pas d'ailleurs que ça existe tous. Donc, peut-être nous mettre là où ça fait du sens pour les employeurs qui vont chercher de l'info. Et puis promouvoir les solutions auprès des dirigeants et des entreprises avec plus de relations presse, une newsletter de Bercy, mailing auprès des entreprises concernées par les plans de mobilité, en parler au MEDEF, et puis nous aider aussi auprès des acheteurs publics parce que c'est très compliqué. Là, par exemple, je suis en train de faire mon dossier pour l'UGAP. Quand on est start-upper, c'est compliqué, c'est très très long. Beaucoup de barrières, donc RESA, CISIR, etc. Peut-être qu'il y a un fast track pour les entreprises que vous identifiez qui devraient pouvoir être commandées par les acheteurs publics plus facilement.
Et puis voilà, question, est-ce que l'État ne serait pas du coup le premier VRP des Green Tech? Donc pourquoi pas embaucher un commercial senior dont l'objectif serait de vendre vraiment les Green Tech innovations dans le même esprit que les délégations d'entreprises. Alors du coup plutôt les entreprises polluantes, hein, Airbus et compagnie, qui sont embarquées souvent par la présidence de la République lors des voyages présidentiels. Voilà, merci Père Noël. Je parlerai plus tard dans le temps qui nous est consacré après du détail d'un kilomètre à pied. Merci. Merci beaucoup, Laure, pour cette présentation à la fois stimulante et amusante dans cette période qui proche Noël. Mais merci, vous êtes tout à fait dans l'esprit de ce dont on a besoin, pas plus mal. Je retiens notamment le fait que le forfait mobilité durable finalement crée un espèce d'effet d'éviction sur les plans de mobilité. C'est malheureusement. Et la profession le ressent. Hein. La profession le ressent. Moi, je suis à l'APCC, l'Association des professionnels du consulting climat. C'est direct. Ils ont beaucoup moins de demandes de plans de mobilité qu'avant. Bon, mais vous savez que la Convention citoyenne pour le climat demande que les plans de mobilité soient rendus obligatoires. Oui, mais bon, comme on les écoute pas et qu'on ne fait rien de ce qu'ils demandent. Ah, je ne partage pas complètement ce point de vue. Ouais, bon, alors, on s'y accroche alors. Très bien. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions ou des réactions? Mais comme je vois que l'heure tourne, il faut peut-être qu'on avance vers Laurent Larocca. Ça n'empêche pas une question claire. En fait, le forfait mobilité durable, on ne peut pas vraiment donner des conclusions. Vous, c'est votre ressenti actuellement. Il vient juste d'être lancé. La loi oblige à un observatoire du forfait mobilité durable qu'on va lancer l'année prochaine. Donc là, on aura des choses beaucoup plus factuelles. Et les retours qu'on a pour l'heure aussi, c'est que des entreprises qui ne s'interrogeaient pas du tout sur les questions de mobilité s'interrogent maintenant et mettent en place ce forfait mobilité durable. Donc, il est possible que certaines font le minimum parce que elles étaient un peu dans la démarche, mais d'autres, au contraire, sont très actives. Et sur les nudges, je vous fais part que France Nudge, grâce à l'action de la mission Innovation numérique et territoire, a sélectionné pour l'année 2020 le covoiturage comme étant le défi de l'année. Et donc, la semaine prochaine aura lieu la grande finale des France Nudge. 200 équipes universitaires ont candidaté. Il y a 13 finalistes et nous attendons les lauréats. Donc, les nudges, on en est très sensibles. Et c'est aussi par ces moyens-là qu'on va pouvoir faciliter justement ces incitations donc, à des mobilités plus durables. Voilà pour quelques compléments. On aurait beaucoup de choses à dire sur les registres. Il y a le GART quand même, qui est l'autorité, l'association autorité régulation des transports, qui tient justement à jour une liste. Je pense aussi que peut-être c'est un réseau que vous connaissez moins bien, j'en sais rien. Voilà. Et on comprend que tout à fait les salons sont des bons lieux pour pouvoir diffuser et accompagner. Je vous fais part du congrès ATEC ITS qui aura lieu en juin. Je ne sais pas si vous le connaissez, donc c'est pour les solutions de mobilité intelligente. Je pense que vous en faites partie. Et c'est là, c'est un lieu où peuvent se rencontrer, entre guillemets, des personnes morales classiques du monde des transports et justement des startups et des incubateurs, des pôles de compétitivité. Merci. Charles-Simon, vous voulez prendre la parole? Oui, juste pour 30 secondes. Merci Laure pour ta présentation encore, que j'avais du coup déjà entendu en partie. Juste, j'ai entendu dire que sur le forfait, que si les négociations échouaient sur le forfait, les entreprises devaient mettre obligatoirement en place un plan de mobilité. C'est pas totalement vrai, c'est si l'entreprise échoue sur les discussions autour de la mobilité, pas sur le forfait. Donc c'est quand même un petit peu différent, c'est qu'elles sont obligées de discuter mobilité dans les NAO, et si elles échouent, du coup, elles mettent en place le plan de mobilité. Mais le forfait reste seulement un outil qui est facultatif, qu'elles peuvent mettre en place, peu importe si les discussions échouent ou pas. Donc, mais après, je suis un peu d'accord aussi un peu avec toi sur le point que ça peut limiter, les entreprises peuvent seulement se limiter au forfait mobilité et dire j'ai fait quelque chose pour la mobilité, et qu'il faut quand même pousser pour les plans de mobilité. Voilà, je voulais juste te dire. Bien, cette précision étant apportée, merci beaucoup. Je vous propose d'avancer et de passer la parole à Laurent Larocca pour The Trip. Laurent, oui. Allez-y.
Alors, bonjour à toutes et à tous, je vais partager mon écran. Je remercie également Laure d'avoir passé beaucoup de messages que je vais éviter de répéter, puisqu'en plus on a eu la chance, pas de se rencontrer directement, mais qu'elle rencontre mon associé, et on va peut-être travailler ensemble. Alors moi, je vais vous présenter The Trip. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Ça va? C'est parfait. C'est parfait, vous voyez mon écran. Alors, moi, je vais vous parler aussi de comment The Trip va permettre aux entreprises de décarboner leur mobilité. Et je vais vous proposer aussi de franchir une barrière que personne ne franchit à l'heure actuelle, qui est de passer des micro-mobilités aux macro-mobilités. Parce qu'une entreprise, elle se déplace effectivement pour aller au travail, ce que les anglo-saxons appellent le commuting, domicile-travail, mais elle se déplace aussi en voiture avec des flottes automobiles, et elle se déplace aussi en train, en avion, pour faire de longues distances. Et ça a été le projet de The Trip lorsqu'on l'a fondé avec mon associé, Pierre-François, pour vraiment proposer un service de mobilité, et on a commencé par la longue distance, qui va proposer une solution la plus éco-responsable possible aux entreprises. Donc c'est ça le projet vraiment de The Trip, c'est d'apporter une solution de mobilité à tous ceux qui voyagent pour le boulot, dans le cadre du boulot. Donc voilà, vous voyez un peu nos pédigrés, donc pour vous présenter un petit peu l'équipe qui est composée aujourd'hui de 11 personnes, et nous travaillons activement. C'est essentiellement une équipe technique, mais on a aujourd'hui une cinquantaine de clients je dirais indirects, puisque nous commercialisons notre système de réservation à travers notamment les agences de voyage d'affaires. Alors, qu'est-ce qu'on fait comme constat? C'est que 100% des entreprises, on va dire des grandes entreprises, et après c'est un peu moins vrai sur les ETI et les PME, mais ça reste quand même aujourd'hui une forte tendance, ont envie de réduire l'empreinte carbone. Et lorsqu'elles veulent mesurer leur empreinte carbone, elles vont mesurer surtout, je dirais, leur empreinte carbone des émissions directes liées dans le scope 1, voire le scope 2. Mais elles mesurent rarement, elles sont encore que trop rares à mesurer le scope 3, les émissions indirectes, et notamment dans lequel on peut intégrer le transport des salariés et des clients. Et on le voit sur la moyenne, je dirais, de 4000 entreprises qui ont été analysées. Alors cette étude date un peu, mais je pense qu'elle reste très vraie. On a l'essentiel des émissions carbone, surtout liées au transport, qui sont dans le scope 3, et ce scope 3 n'est absolument pas obligatoire lorsque l'entreprise est obligée de faire un bilan carbone de ses activités. Alors nous, donc on a été créé en 2016, et on a créé donc un service de mobilité, alors qui est devenu rapidement aussi un service de réservation de mobilité et de voyage d'affaires éco-responsable. Je vous présente quelques références que nous avons. On a aussi été accompagné par Réseau Entreprendre. On est jeune entreprise innovante. Pour nos calculs justement sur le CO2 et le CO2 épargné par les entreprises. On a le label Green Tech Innovation. On fait partie aussi de quelques pôles, dont le pôle Moveo. Et on est aujourd'hui hébergé à la fondation Good Planet de Yann Arthus Bertrand et par le Welcome City Lab. Alors, qu'est-ce qu'on fait rapidement? On pourra en parler si vous le souhaitez plus dans la deuxième partie, mais on a créé en fait, si vous voulez, pour faire simple, le capitaine train je dirais, pour les entreprises, avec, alors pas simplement le train effectivement c'est la solution décarbonée pour faire des longues distances, mais on vend aussi, et aujourd'hui c'est une réalité, des billets d'avion, parce que lorsqu'il faut faire des voyages transcontinentaux, malheureusement on n'a pas encore d'alternative. Mais aujourd'hui, ce que l'on propose, c'est de pouvoir faire un calcul porte à porte de l'ensemble des trajets, de manière à faire du nudge, pour qu'en national, plutôt que d'imposer aux gens de prendre le train, on va les inciter à prendre le train plutôt que l'avion. Parce que lorsqu'on compte les premiers kilomètres et les derniers kilomètres, les temps d'accès aux aéroports, les temps d'accès aux avions, puisqu'on va passer beaucoup de temps à faire du check-in, de la sécurité et de l'onboarding par rapport au train, on va s'apercevoir que finalement, on peut être sur des durées équivalentes, sur des prix même qui sont inférieurs avec le train, et évidemment sur des émissions qui peuvent être très largement
réduite grâce au train. Donc l'idée, la grande idée de The Trip, ça a été d'inciter je dirais par le bon sens plutôt que par la contrainte, donc en faisant du nudge, les professionnels, les entreprises qui ont les moyens, elles, beaucoup plus que les particuliers, de changer, plutôt que de prendre un EasyJet à 40 €, de prendre le train, bon, quelquefois même qui va être un peu plus cher, mais qui va leur permettre de travailler, d'être productif aussi dans le train. On a le Wi-Fi, on peut continuer à faire son travail sur son ordinateur versus l'avion, où on va pas forcément gagner du temps et on va émettre beaucoup plus de gaz à effet de serre. On a également une activité aussi d'hôtellerie. On est capable aujourd'hui avec The Trip de réserver 1 500 000 hôtels dans le monde entier, et on a sélectionné évidemment les hôtels éco-responsables. Il n'y en a pas encore beaucoup, mais on fait remonter le label à la fois Covid et d'éco-responsabilité des hôtels. Et enfin, on propose aussi des locations de voitures. Alors, les locations de voitures, aujourd'hui, très honnêtement, il n'y a pas beaucoup de voitures hybrides ni électriques à louer, mais les loueurs, ça y est, commencent à s'y mettre par l'obligation aussi. Ils sont obligés d'avoir une flotte pour, je dirais, pour l'année prochaine, ils seront obligés de proposer une offre de voitures hybrides ou électriques. Et évidemment, on va inciter de plus en plus les voyageurs professionnels à louer ce genre de véhicules plutôt que de louer des véhicules traditionnels thermiques. Voilà un peu l'idée. Comment ça se matérialise? Ça se matérialise avec un compteur d'économie de CO2. Et ça, c'est un point important que j'aimerais aussi mettre dans le débat, dans le discours, dans cette matinée. C'est que plutôt de mesurer les émissions de CO2, qui est important, hein, il faut les mesurer aussi, mais mesurons aussi la vertu. Pourquoi toujours mesurer le vice? Mesurons la vertu. Et c'est l'objet des économies, de l'épargne, de l'évitement, je dirais, du CO2. Lorsque quelqu'un réserve sur The Trip un train et qu'il aurait pu prendre sa voiture ou qu'il aurait pu prendre l'avion, mesurons la différence et stockons cette différence dans un compteur, un peu comme un compteur, je dirais, de fans Facebook. On s'est inspiré de ces compteurs célèbres qui s'incrémentent comme ça lorsqu'on a des fans sur Facebook. Mais là, on va en fait compter comme les petits colibris qui mettent dans un pot commun des économies de CO2. Donc, chaque voyageur dans l'entreprise, ils peuvent être des centaines, ils peuvent être des milliers, mais à chaque fois qu'on va réserver un train versus un avion, on va pouvoir économiser du CO2 et mettre dans ce compteur commun de l'entreprise, mais aussi du pays, on va dire, ces économies de CO2. Donc, on va essayer comme ça d'inciter l'utilisateur à porter sa contribution à une économie globale de l'entreprise. Et tout l'idée, vous l'avez compris, effectivement, c'est de valoriser aussi ces économies de CO2 et pourquoi pas à un niveau national, à un niveau légal. Et donc là, vous le voyez aussi, lorsqu'on réserve sur The Trip, on va avoir l'espèce de comparatif où on va commencer déjà par la consommation de CO2 en disant, ben voilà, Paris-Marseille, c'est un peu plus d'1 kilo de CO2 en train. Ça va être 225 kilos selon les calculs de l'ADEME, 96 kilos avec une voiture traditionnelle. Voilà, donc l'idée, c'est après, si on est 2 fois moins cher et que le temps de trajet est équivalent, ben écoutez, prenez plutôt un TGV. Et pour ceux qui en douteraient, effectivement, même si c'est 1h20 de temps de vol en avion, eh bien, on met quasiment le même temps, le temps d'accéder aux aéroports avec l'avion. Donc voilà, c'est ça un petit peu la grande idée de The Trip, c'est d'influencer le consommateur, mais plutôt que d'avoir en fait un système qui soit marginal par rapport au grand système. On connaît tous American Express, Carlson Wagon Livre, ces grandes agences internationales qui ont soit leurs outils, soit qui utilisent des outils tiers. Nous, l'idée, c'est d'être le cheval de Troie dans ce monde de voyage d'affaires qui commence à s'intéresser à l'éco-responsabilité, mais qui n'a pas encore franchi le pas. Nous, on veut avoir le système le plus simple, le plus ergonomique et à la fois éco-responsable. Et c'est une grande idée que je défends, moi, depuis le début qu'on a créé The Trip, c'est de faire de l'exception la règle. Aujourd'hui, faire de l'éco-responsabilité dans le voyage d'affaires, c'est l'exception. On est nous vus comme les écolos, les babacools de ce monde, de ces systèmes. Aujourd'hui, effectivement, l'avion est quand même aujourd'hui la principale source de revenus. Mais là, on veut vraiment avoir aujourd'hui le meilleur système de réservation, le plus
le plus ergonomique face à des systèmes qui sont un peu vieillissants, le plus large niveau inventaire et à la fois éco-responsable, de manière à porter l'éco-responsabilité dans la majorité des cas et donc d'avoir l'impact maximum plutôt que d'être marginal et d'être choisi que par quelques entreprises qui ont décidé de mettre l'éco-responsabilité, je dirais, au devant de la scène. Alors, on a aussi lancé une initiative, ça c'est en construction, c'est ce qu'on appelle le Mobility Impact Observer, parce qu'on peut influencer l'éco-responsabilité avant de voyager, avant de se déplacer, mais on va aussi observer, je dirais, ce qui se passe après. C'est là où on a certainement des choses à faire avec 1 kilomètre à pied, avec Laure, on s'est rencontré, enfin, en tout cas avec Pierre-François, Laure a rencontré Pierre-François, mon associé, pour qu'on regarde aussi sur le domicile travail, comment on peut travailler ensemble, parce que Laure effectivement a des plans d'action qui sont intéressants à mettre en œuvre après derrière sur le commuting. Mais l'idée du MIO, du Mobility Impact Observer, c'est d'observer 100% des mobilités d'entreprise. Parce qu'il y a le business travel qui va être fortement émetteur de CO2, les flottes de voitures qui vont être aussi fortement émettrices de CO2, le domicile travail, donc avec 1 kilomètre à pied, et aussi mesurer les substitutions, le télétravail, ça a une empreinte numérique. Donc, il faut voir aussi quel est l'impact du télétravail, parce que l'impact du télétravail, c'est aussi certainement de la perte de chiffre d'affaires. Si vous n'allez plus voir vos clients, si vous ne vous déplacez plus, mais certainement, ça va affecter aussi d'autres, je dirais, indicateurs de performance que le seul indicateur d'environnement. Et l'idée, voilà, c'est de consolider tout ça, c'est d'aller chercher cette data-là au niveau du travel sur lequel on est déjà, des flottes de voitures qui sont aujourd'hui assez facilement assimilables et d'aller chercher de l'information sur éventuellement les taxis VTC et sur le commuting, le domicile travail. Et tout ça pour en restituer, je dirais, un tableau assez fidèle du CO2 émis, du CO2 épargné, je me permets de réinsister là-dessus, du temps passé en mobilité et de la mobilité, et du budget, de manière à offrir, je dirais, une vision qui soit la plus exhaustive possible, non pas que de l'empreinte en carbone, c'est aussi du temps passé en mobilité et des indicateurs économiques du budget qui est consacré, de manière à proposer une optimisation, parce que c'est ça que les entreprises recherchent. Une entreprise ne recherche pas, pardonnez-moi, mais ne recherche absolument pas à réduire son empreinte carbone. Elle cherche à attirer le plus possible des talents et à garder ces talents. Et si ces gens-là sont persuadés qu'il faut faire quelque chose pour sauver le climat, eh bien effectivement, elle va essayer de leur servir un discours qui leur permet effectivement de travailler pour une entreprise qui est vertueuse. Donc, en tant que telle, l'entreprise, en tant qu'entité morale, elle n'a pas je dirais, de conscience écologique. En revanche, les gens qui y travaillent, oui. Et c'est pour ça que c'est intéressant de mesurer la vertu et le vice sur l'empreinte carbone, mais aussi apporter à l'entreprise les impacts budgétaires, les impacts RH, le temps passé en mobilité, les risques d'accident de travail, de burn-out parce qu'on voyage trop. Donc c'est ça le grand projet du Mobility Impact Observer, c'est d'apporter certainement ce meilleur scénario qui va permettre à la fois de faire des économies de CO2, mais aussi des économies budgétaires et de temps passé en mobilité. Donc nos besoins, moi aussi j'ai fait un petit peu ma liste, alors elle est moins sympa que celle de Laure, mais voilà, j'ai fait un petit peu ma liste de Père Noël. Il serait très intéressant aussi de rendre obligatoire le scope 3. Pour les bilans carbone, ce qui permettrait, au-delà des Danone qui aujourd'hui font du scope 3 quelque chose qu'ils mesurent, mais ça serait intéressant dans les bilans carbone que le scope 3 soit vraiment aujourd'hui obligatoire à mesurer, parce que ça permettrait donc de vraiment inclure le transport des personnes qui, par exemple, pour une entreprise de service comme Capgemini, représente 90% de son empreinte carbone et aujourd'hui ils ne sont pas obligés de le mesurer. Il faudrait aussi inciter, quand je dis inciter, ça serait peut-être légalement inciter, voire obliger, le fait de valoriser les économies de CO2 plutôt que la compensation des émissions de CO2. Pardonnez-moi, mais c'est très hypocrite aujourd'hui de mesurer le CO2 et de planter des arbres pour compenser le CO2. Ceux qui cherchent uniquement à compenser le CO2 ne cherchent plus à le réduire. L'idée, c'est le grand principe, c'est d'éviter de réduire et après de compenser en dernier lieu. Là, les entreprises aujourd'hui qui ne font que de la compensation CO2 ne cherchent même plus à le réduire. Et donc, ça serait intéressant
vraiment de réguler ça, de mettre en place un système qui soit, je dirais, rigoureux pour mesurer ces économies-là et ensuite de pouvoir effectivement les valoriser dans un bilan officiel. Enfin aussi, le service public. Alors, on a la Caisse nationale d'assurance maladie, qui est un des services publics. Vous l'avez peut-être vu dans nos références. Mais aujourd'hui, on a assez peu de ministères. On n'a même pas le ministère de la transition écologique et solidaire. Et pourtant, ils utilisent un système pour voyager, mais on n'est pas le leur. Donc, et on n'arrive absolument pas à pénétrer je dirais, ces arcanes pour être référencés. Alors, ça passe par des appels d'offres publics, mais auxquels on est tout à fait prêt à répondre. Et voilà, l'idée, c'est que l'État montre l'exemple en adoptant un système de réservation qui valorise les économies de CO2 et pas simplement qui vous donne du prix, voire la durée de votre trajet. Effectivement, je rejoins aussi tout ce que disait Laure sur le fait de beaucoup mieux s'associer, d'associer vos labels et de nous rendre plus visibles. Effectivement, pourquoi pas nous emporter dans des délégations, mais en tout cas nous donner de la visibilité pour que on se bat aujourd'hui pour une cause qui est très noble, une cause commune, une action publique, quelque part aussi dans notre ADN d'entreprise privée. Hein. Si on regardait juste l'item, l'indicateur économique, on n'aurait pas mis l'éco-responsabilité. C'est un enjeu collectif auquel on a été sensible personnellement, dans lequel on se bat pour le garder, pour que même si on fait un métier qui nous incite je dirais, à monétiser simplement ce que l'on vend, on le garde à l'intérieur parce qu'on est bien conscient qu'effectivement, si on ne fait rien, si on n'infléchit pas la courbe, on ne restera pas sous les 2 degrés et les conséquences risquent d'être dramatiques. Voilà, donc merci à tous et voilà, faisons de la mobilité éco-responsable la règle et pas l'exception. Merci Laurent, c'est un slogan qu'on partage évidemment. Je vais citer par l'instant à des réactions ou des questions. Je peux insister sur le fait que vous êtes avec le ministère qui a introduit dans la loi et qui porte en méthodologie la règle ERC, éviter, réduire, compenser. Et c'est bien dans cet ordre-là que les choses doivent se concevoir dans les projets, dans l'état d'esprit, dans les analyses. D'abord éviter. Si on ne peut pas éviter, on réduit. Et si on ne peut pas réduire, on compense. Et en effet, le C, surtout quand on le monétise, quand on devient un marché de la compensation, qui est parfois souhaitable. Hein. Objectivement, il y a des choses pour lesquelles il est souhaitable qu'il y ait un marché de la compensation. Et il ne faut pas que ce marché devienne inverse la séquence et que ça devienne CRE. Hein, parce qu'à ce moment-là, le E n'existe plus, le R à peine, et tout ira dans le C. On a bien conscience de cela. Est-ce que Claire veut intervenir ou quelqu'un de la DGITM? Je salue au passage, parce que je crois qu'ils sont arrivés, j'ai un représentant de la Direction Générale des Entreprises qui nous a rejoints, et puis la DTP, mais je ne vois pas le nom de Lauriane dans la liste, mais on m'a dit qu'elle était en principe arrivée. Donc, ceux qui sont là sont salués. Claire. Oui, juste une intervention. J'approuve totalement le fait que la mesure du CO2 est vraiment un point qui nous a été déjà remonté par d'autres entreprises, start-up ou partenaires. C'est vraiment un point. Il n'y a pas pour l'heure de référence type AFNOR, une norme ou autre qui permet effectivement d'avoir pignon sur rue et d'être une référence voilà, qui puisse apposer une mesure. Et c'est un des soucis effectivement que remontent pas mal d'entreprises comme vous, parce qu'après, en termes de négociation pour mesurer l'impact, souvent on remet en cause la mesure qui a été faite parce qu'elle n'a pas été établie avec un organisme qui fait référence. Donc, tout à fait, c'est un des sujets et merci beaucoup de l'avoir pointé. Est-ce que mes collègues de la mission innovation souhaitent prendre la parole? Victor, je vois que non, peut-être tu as mis ta caméra. Oui, merci Claire. Merci beaucoup pour cette présentation. Effectivement, je vous rejoins sur cette idée, donc effectivement, d'afficher
effectivement des émissions de CO2 et effectivement de passer dans un premier temps par des incitations douces, effectivement, qui visent à avoir des comparaisons entre différents moyens de transport pour qu'effectivement, naturellement, entre guillemets, l'utilisateur de l'application de réservation soit incité finalement à aller vers le plus économe. Il y a en ce moment beaucoup de discussions autour des masses, hein, les mobilités as a service, donc les services un petit peu dans le même type qui serait tout intégré, qui permettrait d'acheter une billettique voilà, complètement intégrée sur un trajet d'un point A à un point B. Le défi, c'est qu'il y aura des masses à la fois portées par des acteurs publics qui certainement mettront en avant de façon assez forte le CO2, et puis d'autres par certains acteurs privés qui peut-être ne seront pas aussi sensibles que vous à cette question du CO2. Donc effectivement, il y a toute une question autour de ça. Faut-il finalement imposer la mesure de cette la mesure de ces émissions de CO2? Faut-il imposer d'autres mesures? Parce qu'il n'y a pas que les émissions de CO2, il y a aussi la pollution, le bruit, la congestion, etc. Enfin, il y a tout un tas d'indicateurs. Et effectivement, il faudrait passer par quelque chose de normalisé pour que ça ne puisse pas faire débat, enfin, en tout cas, pas de façon continue. Mais en tout cas, effectivement, c'est une bonne initiative de montrer qu'en tout cas ça peut se faire, ça peut être utilisé par un certain nombre d'organismes. Et puis je retiens aussi l'idée de déployer un peu plus ce type de solution dans la sphère publique, parce qu'effectivement le service public a aussi vocation à être exemplaire sur ce type de Merci pour ces feedbacks. Merci beaucoup. Je vous propose de poursuivre parce que toujours le temps tourne et c'est un rôle cruel d'en être le gardien. Alors, on a vu comment aider les entreprises à avoir un plan de mobilité et à voir plus largement le sujet. On a vu maintenant avec comment économiser sur sa facture CO2 et optimiser ses déplacements. Eh bien, je passe la parole à Thomas Code pour Wever, qui donne plus la parole aux individus sur leur mobilité. Thomas, allez-y. Oui, alors je vais essayer de partager en fait mon écran. Je n'y arrive pas pour l'instant. Je vais réessayer. Alors, on a vu une très belle image, une île, un instant, et puis effectivement, elle a dit. Ah oui, mais c'était vraiment pour le coup. Alors, est-ce que j'arrive à partager est-ce que vous avez ma présentation sous les yeux là? Non. Pour l'instant, on a un écran noir plutôt. Mais peut-être que ça arrive. Enfin, ça met quelques secondes. Hein. C'est pas très bon signe. Non, pour l'instant, je n'arrive pas à la présenter visiblement. Je ne sais pas pourquoi. Je vais essayer une dernière fois et puis ensuite. On sera très attentif de toute façon. Oui, voilà, je vais peut-être commencer du coup à le présenter. À le présenter de cette manière-là. J'essaie une dernière fois de vous partager l'intégralité de mon écran. Si vous voyez un PowerPoint quelque part. Non. Il est bien caché pour l'instant. On a l'île. On a l'île ou la presqu'île. Pardon? On a ton fond d'écran. C'est le fond d'écran? Alors, je vais essayer de mettre peut-être un diaporama. Là, éventuellement? Sinon, tu nous l'envoies et on a ta place. Alors oui, je vais peut-être l'envoyer immédiatement du coup à Benoît. À Benoît, oui. En double écran, non, Thomas? Peut-être que tu es en double écran et qu'on voit ton deuxième écran. Alors oui, mais alors du coup là, je ne comprends pas pourquoi ça me fait ça. Ça ne me l'a jamais fait. L'envoi à Benoît réglera, je pense, la question. Pardon? L'envoi à Benoît réglera la question. Alors j'envoie tout de suite. Pardon pour ce petit contretemps du coup. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Hop. Voilà, je le mets tout de suite. Ça, on ne perd que une trentaine de secondes maximum. Hop.
Donc moi, je m'appelle Thomas Côte, je suis donc le fondateur de Weaver et je suis également chercheur au CNRS, jeune chercheur, sur les modèles économiques innovants de la mobilité et sur les changements de comportement. Et donc, je vais vous présenter la solution Weaver. Alors, je viens de l'envoyer à Benoît, s'il peut lui-même la mettre en ligne, hein, puis je passerai les écrans. Alors, Weaver, c'est une startup, le temps de faire l'introduction, qui a été fondée donc, à la base en 2015 et qui a inventé le concept de mobilité participative. Alors, c'est-à-dire le fait de rendre acteur en fait, chaque individu dans son parcours de changement des comportements. Et donc, c'est une solution qui est labellisée par le ministère des Finances d'une jeune entreprise innovante, parce que nous avons plus de 50% de notre activité qui est une activité de recherche et développement, et qui est également référencée à l'UGAP, donc cette plateforme justement de facilitation de l'achat des solutions par les entités publiques, et qui témoigne aussi de l'unicité quelque part de la solution et de son caractère unique entre guillemets sur le marché. Super. Merci Benoît, si tu arrives à partager du coup la présentation, je ferai dérouler les slides. Parfait, je te remercie beaucoup. Donc j'étais sur cette première slide de présentation. On va passer tout de suite à la deuxième. J'attends peut-être juste le plein écran s'il doit venir. Sinon on le fait dérouler, hein, Benoît, ça ira bien. Voilà. Je mets le plein écran. Super, merci beaucoup pour ta réactivité. Donc, slide suivante, ça c'est la société dans laquelle on pourrait vivre aujourd'hui d'un point de vue technologique, puisqu'aujourd'hui, en fait, un grand nombre de technologies existent déjà, hein, le transport à la demande, le parking optimisé, la trottinette, le scooter en libre partage, c'est un peu le quartier de rêve dans lequel on aimerait vivre. Mais voilà, si on déroule les slides suivantes, eh bien, on se rend compte que, si tu peux passer juste à la slide d'après, voilà, la mobilité, juste celle d'au-dessus. Voilà, c'est plutôt ça en fait qu'on voit tous les jours, c'est-à-dire des infrastructures globalement qui sont dédiées à des alternatives et qui fonctionnent mal. Des aberrations aussi dans des bus qui vont être pleins complètement dans les horaires de rush et puis qui vont être à moitié vides une grande partie du temps de la journée ou du week-end. La double peine de la voiture qui aujourd'hui globalement que quand elle est là, elle crée de la congestion et de la pollution, mais quand elle n'est pas là, elle exclut un grand nombre de gens, de l'emploi, de la formation, de la consommation, de la santé. Et puis cette crise Covid qui vient de complètement tout bouleverser parce que là où jusqu'à présent on pensait connaître globalement, on va dire même si c'était un peu se mentir les comportements des gens, eh bien là, la perception du risque et la crise Covid vient complètement de bouleverser nos connaissances. Et c'est d'ailleurs ce qui a fait accélérer Weaver pendant cette crise, puisqu'on est devenu un acteur incontournable pour comprendre rapidement les comportements et agir en co-construction avec les gens, et donc inventer cette notion de mobilité participative. Alors slide suivante du coup. La question qu'on se pose tous, donc cette problématique de mobilité, malgré le foisonnement des technologies, a un impact à un très grand nombre de Français, pas uniquement sur le domicile-travail. Beaucoup de gens se déplacent au quotidien vers différents types d'activités. Et sur la slide suivante, la question qu'on s'est posée avec Weaver, ça a été de se dire, voilà, comment on peut répondre à ces gens? En fait, ce sont eux en fait qui font la mobilité au quotidien, dans les entreprises, dans les services de transport, des collectivités, etc. Leur discours, c'est souvent le même. Je suis constamment sollicité par les salariés, par les citoyens, par les voyageurs, mais en fait, je ne sais pas par où commencer. Tous les jours dans la presse, on voit des tas de solutions qui sortent, des innovations, des effets d'annonce aussi, hein, un peu plus fréquemment que les retours d'expérience vraiment positifs. Et ces gens-là se retrouvent assez démunis finalement pour agir. La LOM vient montrer le cap, mais pour atteindre le cap, eh ben, c'est beaucoup plus compliqué. Et les seules alternatives, quelque part, qui existaient jusqu'à il y a quelques temps encore, c'était les cabinets d'études, d'une certaine manière, ou les études, alors chères, coûteuses, hein, c'est quand même assez cher de faire une étude de mobilité par un cabinet externe, et puis une analyse un peu théorique, où globalement, à la fin, on a un rapport, on a un plan, mais pas un plan d'action forcément pragmatique, pas de décryptage des problèmes exprimés par les personnes, pas forcément d'interaction continue avec eux, pas d'accompagnement au changement intégré, donc il faut encore tout faire derrière, et puis pas de métrique pour mesurer rapidement qu'une idée qu'on a est la bonne. Alors du coup, slide suivante. La question à se poser, c'est pourquoi cette mobilité ne progresse pas. Et la question, plutôt la réponse à cette question, c'est qu'on constate bien que globalement, la mobilité elle a toujours été construite sur la base de flux statistiques et souvent anonymes. C'est-à-dire qu'on a des fichiers RH, on a des données de flux, et on part du principe qu'une fois qu'on les a, eh bien, on sait comment les gens vont se déplacer.
Et slide suivante, du coup, c'est pas du tout le cas. Les gens, ce sont pas des trajets, ce sont des expériences de mobilité. Et d'être capable de les comprendre, c'est ce qui peut permettre en fait de débloquer des mobilités alternatives et plus efficaces, plus responsables. Et la mission Weaver, ça a justement été de rendre capable de qualifier les besoins des individus, donc de les rendre acteurs, de les faire participer avec d'excellents taux de participation, et de passer d'une société où justement donc les services drive les usages, on doit rentrer dans les bus qui existent, on doit se plier à la solution innovante que notre collectivité ou notre entreprise nous fournit, à quelque chose de complètement inversé, c'est la slide suivante, une société dans laquelle ce sont les usages qui ont été qualifiés de manière proactive par les gens qui vont guider les services. Et donc, slide suivante, c'est comme ça que nous avons créé Weaver, qui est la plateforme de pilotage de la mobilité et du changement des comportements. C'est une plateforme qui est destinée donc aux entreprises, aux zones d'activité, pour leurs plans de mobilité, les plans de déplacement inter-entreprises, pour les collectivités aujourd'hui, pour s'équiper, petites comme grandes, d'outils pragmatiques et opérationnels immédiats de pilotage de la mobilité, pour les opérateurs de transport, et on l'a montré notamment cet été avec des opérations freemium qui ont fait un carton, qui ont vraiment très bien marché pour accompagner le pivot du transport en commun, entre guillemets, et puis globalement des campus et des événementiels. Alors du coup, comment ça fonctionne? Donc, slide suivante. Weaver, en fait, ce sont 3 propositions de valeur. D'abord, c'est la technologie au service de l'humain, rendre chaque individu capable de faire son propre diagnostic mobilité 360, déplacement domicile-travail, pause-restauration, déplacement intercite, mais aussi déplacement scolaire, déplacement pour les courses, déplacement pour la santé, de manière extrêmement ludique et fluide, et avec une intelligence qui vient derrière valoriser toutes ces données dans un tableau de bord pour notre partenaire, notre client, de manière à ce qu'en gros, en quelques heures, et quelques jours et quelques semaines, parce qu'on ne déploie pas sur un territoire de 150 000 personnes en 1 heure, et bien toutes ces données soient déjà valorisées, fournies dans un tableau de bord avec des cartographies dynamiques, des graphes. Et dans la deuxième partie, donc WeDeliver, qui est la deuxième proposition de valeur, nous avons créé un grand nombre d'algorithmes de mobilité pour révéler l'existant et identifier immédiatement ce qu'on peut faire de mieux dans ce qui existe et où est-ce qu'on peut mieux communiquer sur ce qui existe, et puis inventer de nouvelles solutions en les modélisant et en ayant évidemment des indicateurs et des métriques extrêmement précises, individuelles puis collectives, sur l'impact de telle et telle solution. Et tout ça autour de notre cœur d'activité, WeJoy, qui est en fait une intelligence artificielle comportementale. Et notre but, c'est de travailler énormément sur cette modélisation des comportements de mobilité, et notamment en relation avec le CEVATEC et avec le CNRS, pour accompagner ce changement dans la durée, fidéliser les bons comportements, et de manière globale, commencer à faire du prédictif et à prédire comment on peut transformer les territoires. Alors, slide suivante, du coup, merci. Donc, notre plateforme, elle est 100% centrée humain, ce qui veut dire que tout ce qui va sortir a été exprimé et vient de ce que les gens ont exprimé concrètement, beaucoup plus rapide, beaucoup plus économe que des initiatives traditionnelles, avec à la fois le cumul de l'intérêt des enquêtes quantitatives et des enquêtes qualitatives qui est excellent, la capacité de mesurer très rapidement les solutions, puisque Weaver va intégrer un ensemble, pour ne pas dire la totalité, parce que ce serait ne pas être assez humble, parce qu'il y en a tous les jours qui sortent, mais un très grand nombre d'opérateurs, de start-up, de solutions, d'initiatives, d'associations de mobilité, et en mesurant très rapidement, et d'abord virtuellement, en demandant aux gens si déjà c'est ce qu'ils cherchent, ces solutions. Et donc de faire de la mobilité, non pas une bête noire dont on ne parle pas, mais bel et bien un aspect stratégique qu'on met en avant. Slide suivante, du coup. Merci encore Benoît pour se dérouler. Donc on a d'excellentes en fait statistiques de participation. Globalement, la moyenne en entreprise de Weaver, c'est 85% des collaborateurs. C'est pas loin finalement de l'exhaustivité, puisque globalement les fichiers RH sont jamais vraiment à jour, et on sait que quand on est à 80%, on n'est pas loin des 90-95% de participation, et surtout 80% de temps économisé pour les équipes qui traditionnellement travaillent sur ces sujets. On a aujourd'hui des retours d'expérience extrêmement forts qui montrent à quel point on leur change la vie, en fait, où on leur permet d'ouvrir une nouvelle ère du management de la mobilité. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'en plus, on le fait de manière partenariale sur un territoire, puisque on va permettre aux entreprises, à l'AOM, à la collectivité, aux communes, aux transporteurs, au centre commercial, de travailler aussi sur les mêmes données, et de ce fait, d'avoir la démarche partenariale que la loi de transition énergétique initialement visait dans son article 51, et donc d'avoir cette logique de promotion d'une mobilité commune et de coordination de l'ensemble de ces données. Donc, slide suivante.
Voilà, donc voilà comment on va dérouler rapidement ces slides. Voilà comment ça se présente. On fait son diagnostic en 3 minutes. C'est extrêmement rapide. On ne pose pas de questions inutiles. On a beaucoup travaillé sur ça en intégrant parfaitement le RGPD dans notre démarche pour être exemplaire à ce niveau-là. Donc on va dérouler, si tu peux, Benoît. Voilà, donc là on voit quelques exemples d'illustrations. On va voir également après, si tu peux continuer à dérouler encore quelques-unes, le tableau de bord, comment il se présente. Donc toutes ces données, on peut les extraire, on peut les utiliser, les travailler. Voilà, continue encore de passer sur les slides, s'il te plaît. Merci. Là, on a des aspects de ce tableau de bord. On va continuer encore de descendre. Un exemple, une représentation cartographique, elles sont dynamiques. Donc, on peut faire apparaître des données à n'importe quel endroit sur la carte, simuler des trajets, des corridors, des pistes cyclables, des stations de vélo, puis ensuite interroger les gens dans la durée pour savoir si c'est une bonne idée, si ça leur correspond. Et l'IA va accompagner après sur un accompagnement au changement. Voilà, on peut encore descendre. Individualiser, donc un coach mobilité, pour amener les gens à passer d'étape en étape jusqu'à l'utilisation de ces alternatives de mobilité. Donc, toute la proposition de valeur en fait, de cette mobilité nouvelle est réunie dans la plateforme Weaver. On va continuer à descendre. Donc, on va voir en fait voilà, les outils. Encore une fois, on va descendre. Ces cartographies dynamiques. Et là, voilà, on a typiquement les solutions derrière qui sont directement pluguées, soit des solutions existantes. Alors, on fait travailler des startups de la mobilité innovante, ou bien tout simplement les solutions des collectivités, en amenant l'utilisateur qui ne se serait jamais connecté sur un service de transport, une appli masse, une réservation de vélo spontanément, en l'amenant par changement de comportement, et les statistiques sont très très bonnes d'engagement et de transformation sur ces solutions. On va continuer à descendre un petit peu pour arriver sur la fin. Donc voilà, des illustrations, puisqu'on a un studio de qui accompagne nos clients pour leur univers graphique. On va continuer encore un petit peu pour aller jusqu'aux références. On descend encore un petit peu. Donc l'application, j'en ai déjà parlé. Notre équipe, qui est une équipe de passionnés. Et enfin, voilà, ici, le plus important, ce sont peut-être les références. Aujourd'hui, l'ensemble du déploiement de Weaver a fait ses preuves. Le modèle économique innovant que nous avons aussi et qui démocratise l'accès à la mobilité aussi, puisqu'on travaille avec des collectivités comme Paris-Saclay ou Versailles-Grand Parc, mais aussi comme des petites communes rurales de 3000 habitants. On travaille avec Pôle emploi aujourd'hui, qui nous disait encore, c'est génial, j'ai eu en un mois plus d'interactions qu'en un an avec mes demandeurs d'emploi et beaucoup plus d'informations pour comprendre comment ils avaient compris ou non mes initiatives de mobilité et ce qu'on peut faire pour eux. Donc, on est également l'acteur qui fait le plan de déplacement administratif du Conseil régional des Hauts-de-France. Et on sait que dans le milieu public, en fait, c'est encore une autre affaire, le plan de mobilité, parce qu'il y a d'autres démarches, les décrets ne sont pas tous publiés, et donc on est sur des choses assez ambitieuses. Donc voilà pour la présentation de ce qu'est Weaver, et on y reviendra un petit peu dans le détail après. L'intelligence artificielle vraiment au profit de l'humain, des sciences comportementales, et surtout de manière pragmatique, dans une chaîne de valeur et dans un modèle économique accessible aux acteurs. Et pour du coup terminer sur les doléances un petit peu de Weaver. Alors globalement, nous ce qu'on voit, c'est que les entreprises, les collectivités, il y a une vraie envie de faire autrement. La LOM l'a trusté, la crise particulièrement l'a catalysé. C'est pas la première. Il y avait eu les gilets jaunes, il y avait eu les grèves qui avaient fait prendre conscience de tout ça. De plus en plus, ces entreprises parlent de transformation de l'entreprise, pas uniquement de transformation numérique. Et elles ont vraiment envie de le faire. Et je pense le message fort que je voudrais passer, c'est que la LOM est ambitieuse. Jusqu'à il y a encore peu de temps, les entreprises disaient oui, mais on n'a pas les compétences, on n'a pas les compétences, on n'a pas les connaissances, on n'a pas les moyens financiers pour le faire. Et du coup, il y avait cette espèce d'entre-deux où on essayait de dire si je le fais pas, c'est parce qu'en fait, j'ai pas les moyens de le faire. Ce qu'on a fait avec Weaver, on a travaillé 3 ans en recherche et développement. Ça a été justement pour faire en sorte que ce soit possible de le faire, avec des approches financières extrêmement réalisables, donc réalistes. Et du coup, le message, c'est il faut garder le cap de la LOM. Il ne faut pas infléchir. Elisabeth Borne a raison quand elle dit qu'il n'y a pas de moratoire à avoir, il n'y a pas de concession à faire. La transition écologique, c'est une urgence. Et aujourd'hui, les outils sont là pour le faire. En revanche, très peu encore savent que ces outils sont là. Et j'en reviens sur le rôle du ministère de la Transition écologique, notamment, qui a été repris à plusieurs reprises ce matin. C'est important que vous nous aidiez à faire savoir que ça existe et que c'est accessible. Ça n'est plus une question, ce n'est plus une affaire de riches, si on peut dire ça comme ça, ceux qui ont des budgets, les grosses entreprises. Il y a des modèles économiques aujourd'hui qui permettent de le faire à tous les étages de la fusée et mobilité. Et globalement, nous aider à légitimer tout ça, nos solutions et légitimer le fait que ça existe, c'est très important pour nous. Je finirai par dire qu'effectivement, la LOM est parfois à double tranchant. Alors nous, c'est pas particulièrement le forfait mobilité durable qui est mis en avant par les entreprises, c'est plutôt le fait qu'elles ont fait leurs négociations avec les organisations sociales. Parce que c'est ça, en fait, le vrai aspect original, entre guillemets, de la LOM et l'obligation coercitive.
Et il y a un double effet qui se coule, si je puis dire, puisqu'aujourd'hui, on nous dit, bah, c'est bon, moi j'ai négocié avec mes organisations sociales, on a créé un accord de télétravail, c'est dans le moment, je suis tranquille pour 1 an, du coup, mon plan, je suis pas obligé de le faire. C'est ce qu'elles nous disent, en fait. C'est comme ça qu'elles ont interprété la LOM, et c'est un discours qui est régulier. Ce qu'elles ne voient pas, par contre, parce que déjà, bon, évidemment, c'est faux, et évidemment, de toute façon, elles ne se limitent pas au télétravail, mais c'est la tendance à s'enfuir sur l'accord social. Ce qu'elles ne voient pas arriver, c'est que dans 1 an, les organisations sociales vont demander des comptes, et que pour le coup, ils sont peut-être plus coercitifs que la loi. Parce que d'avoir les organisations syndicales qui viennent vous dire maintenant très précisément, j'exige de savoir ce que vous faites pour nous et d'avoir les résultats, c'est bien plus coercitif qu'une loi qui n'a pas de démarche coercitive financière. Et de ce fait, je mets vraiment en garde ces entreprises de sortir par cette petite porte-là. Il y a des très belles choses à faire. Nous en sommes ce matin des ambassadeurs parce qu'il y a beaucoup d'autres solutions. Mais de nous accompagner vers la légitimation de nos solutions, c'est quelque chose qu'on attend de vous et qu'on, je crois, commence à trouver. Merci beaucoup, Thomas. On y est arrivé malgré le problème de partage d'écran. Pour ta réactivité, comme toujours. Très bien. Merci pour cette présentation. Je retiens bien la question transversale de promotion, de valorisation, de porter à connaissance des règles et biais juridiques qui ont été mis dans la loi. C'est vrai que c'est exactement ça la difficulté, c'est que c'est d'abord vu et construit même comme une obligation ou avec une obligation avec plus ou moins de niveau de contrainte, obligation avec une obligation sans sanction, avec des mécanismes incitatifs, mais c'est une couche de plus vue des entreprises et vue des organisations qui les représentent, une contrainte supplémentaire et non pas un levier de transformation, d'attractivité, de fidélisation de leurs équipes et au fond d'un meilleur fonctionnement et même d'une efficience renforcée. Et pourtant, vous l'avez dit, chacun avec vos mots, mais vous étiez convergents là-dessus, c'est bien un service qui est apporté à travers cette réflexion et cette démarche de transformation de la mobilité des équipes et des équipes en tant que personnes venant travailler et en tant que travailleurs qui se déplacent au titre de leur entreprise. Aucun d'entre vous n'a évoqué au fond son modèle économique et la manière dont il est rémunéré pour ses services. Est-ce que je peux vous demander à tous les trois, vraiment très, très brièvement, de nous dire, sans révéler de grands secrets, mais un peu comment vous fonctionnez de ce point de vue-là? En commençant par Laure, on va reprendre le même ordre. Alors nous, donc on fait de la data analyse sur la base du fichier RH. Donc il y a une logique de prix par salarié et une logique de prix d'abonnement annuel, puisque l'idée c'est de les accompagner sur la durée pour pouvoir monitorer justement la baisse des distances, la baisse de la part de la voiture, la baisse du carbone, etc. Donc chaque année on remet un fichier, on fait le suivi, on leur remontre ce qu'ils peuvent faire, enfin là où ils ont du coup de la marge de manœuvre. Donc voilà, effectivement, je ne vais pas révéler de prix, mais il y a un abonnement au nombre de salariés. Okay. C'est suffisamment clair. Ça permet de comprendre un peu comment vous avez construit l'offre. Merci. Laurent ? Alors, côté The Trip, alors sur l'activité actuelle que nous avons, sur le système de réservation, étant donné qu'on le commercialise à travers des distributeurs qui sont les grandes agences de voyage qui s'occupent des entreprises ou du secteur public, nous on a un prix à la transaction. Chaque fois qu'un billet de transport est émis, on a une commission, un peu comme je dirais une banque voilà, pourrait le faire sur une transaction. Et étant donné qu'on met en place un système de réservation très ergonomique et très moderne par rapport à ce qu'elles avaient d'habitude d'utiliser. Elles nous louent aussi donc un forfait d'abonnement pour avoir ce système mis en place chez leurs clients. Donc, vous l'avez compris, c'est un système de distribution indirecte. Et le projet dont je vous ai parlé, qui est un projet qu'on aimerait lancer l'année prochaine, une NIO, on va avoir un peu le même business model que l'or, ou peut-être que Thomas, mais en tout cas que l'or, sur effectivement à l'employé qui est screené sur sa mobilité au sein de son organisation. Donc ça sera quelque chose qui ne sera pas dépendant, je dirais, de transactions. Puis en plus, vous l'avez compris, actuellement, les transactions, il n'y en a pas beaucoup sur les voyages. Bien entendu.
Merci beaucoup. De Thomas. Weaver, du coup, alors ça fait maintenant un peu plus de 4 ans qu'on connaît bien nos clients, que ce soit les collectivités ou entreprises. Donc, on a pu mettre en place une licence en mode SaaS pour notre plateforme. Donc c'est un forfait unique, hein, c'est une licence qui est peu onéreuse et qui permet de déployer autant de fois qu'on veut, de travailler sur l'ensemble des services. Et donc, c'est un coût unique à l'année en mode SaaS et c'est une licence pluriannuelle. Très bien. Merci de cet éclairage. C'est intéressant parce que ça permet aussi de comprendre finalement quelle peut être votre dynamique et parfois aussi quels sont les freins, parce que nous, on porte des outils réglementaires, mais il y a un moment où c'est aussi un coût pour les entreprises. Et en fait, si elles résistent, si elles mettent ça dans leur négociation sociale, c'est aussi parce que une charge de plus, c'est parfois une difficulté supplémentaire. Est-ce que quelqu'un, parce qu'on n'a pas fait de tour de questions, de réactions sur la présentation de Thomas Coach sur Weaver, ça peut intervenir. Sinon, on poursuit avec le pôle de compétitivité Moveo. Oui, merci beaucoup d'attaquer ce sujet des enquêtes par un autre moyen, parce que ce volet enquête est quand même très coûteux, se basant sur des méthodes statistiques intéressantes. Toutefois, les nouveaux outils et l'ouverture des données ainsi que, on va dire, la transition numérique au sens large avec le big data peuvent apporter des solutions adaptées tout en respectant entre guillemets les contraintes, ou les contraintes qui sont dues à respecter effectivement une typologie de répondants pour être sûr que la réponse ne soit pas biaisée. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Les quelques approches qu'on commence au niveau de l'État sur ce sujet-là montrent quand même qu'il y a une méfiance de ces démarches vis-à-vis des acteurs. Est-ce que c'est dû à un manque de culture numérique? Est-ce que c'est dû au fait que ce ne soit pas des purs statisticiens qui fassent ça? Je ne sais pas. Toujours est-il que... Oui, non, pardon, juste pour vous répondre, vous avez raison. En fait, d'abord, ils ont surtout besoin d'être rassurés. Le RGPD, ils l'ont tous à l'esprit et dès qu'on les rassure sur cet aspect-là, tout de suite, on fait tomber la barrière d'une éventuelle crainte. Et après, ce qui est intéressant, vous avez raison de le dire, effectivement, c'est que chez Weaver, on a des économétristes, on a des scientifiques du big data. Et du coup, on leur démontre que cette approche-là, elle a les mêmes règles, je dirais, scientifiques et de fiabilité que la démarche traditionnelle d'enquête, sauf qu'elle est complètement intégrée au numérique. Et donc, on a vraiment, comme je disais tout à l'heure, l'intérêt des enquêtes quantitatives et qualitatives intégrées à l'intérêt du numérique. Donc, absolument, c'est les leviers qu'on active et qui fonctionnent du coup. Ouais. Alors, Thomas, je ne sais pas si ça peut intéresser, mais typiquement, nous, les enquêtes transport, elles ont lieu tous les 10 ans. Oui. Fait par l'INSEE et combien je sais que la ministre, l'ancienne ministre du Transport, Elisabeth Borne, était attachée à avoir plutôt des informations plus temps réel. En tout cas, ne pas attendre tous les 10 ans pour savoir quels sont les modes de comportement. Ça sert à ça. Et donc, très volontiers pour travailler sur ces questions-là. Alors, là, pour l'anecdote d'ailleurs, la ministre Elisabeth Borne était celle qui nous avait révélé lorsqu'elle était PDG de la RATP, elle avait porté Weaver. Alors, à l'époque, ambitieusement en disant que c'était le City Mapper à la française. J'aimerais que ce soit le cas, déjà, mais en tout cas, elle nous connaît bien et ce sera avec grand plaisir du coup de discuter de ça avec votre aide, avec elle. Oui, alors maintenant, elle est ministre du Travail, mais bon, je pense que... Oui, mais c'est très bien, on est en plein dedans du coup. Hein. D'ailleurs, de plus en plus, les directions du développement économique des territoires... de travailler sur ces questions de comportement et l'effet de la crise sanitaire a complètement révélé ce besoin d'adaptation, voilà, qui soit plus effectivement à suivre un contexte évoluant, puisque c'est le cas, plutôt qu'un contexte qui peut, enfin tout décennal, et là le contexte décennal perd un peu de sens en ce moment. Merci. Merci beaucoup. Merci. Il faut qu'on passe au plus de compétitivité Moveo. Je donne la parole à Marie-Ételin et puis on donnera la parole aussi à la DITP après qui nous a rejoint. Alors, Marie, je ne vous vois pas. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Je vais essayer de partager. Je suis aussi sur un Mac comme Thomas, donc j'espère que je ne vais pas avoir le même problème. Est-ce que vous voyez mon écran?
vois votre écran noir. Un écran noir. Bon, c'est pas ce que vous deviez voir normalement. Oui, vous avez le même problème que moi, je crois, et je suis désolé, je n'ai pas trouvé comment le résoudre. J'ai On essayé de voit une très belle île, la même que Thomas. C'est la même île. On a tous la même quand on a un Mac, ouais. Alors, je crois que je vais faire pareil. Hop. Désolée de ce souci. Simon, est-ce que je peux vous l'envoyer? Vous pouvez projeter? Oui, envoyez-la. Déjà, je vais partager. Ah, Benoît, d'accord. Voilà. Voilà. Je vois qu'Alain Griot nous a rejoint, donc je le salue. Non, c'est nouveau. Durable. Marie, si vous pouvez quand même commencer votre... Je l'envoie. Je l'envoie et je commence sans souci. Encore toutes mes excuses. Je commence. Donc, moi, aujourd'hui, on m'a demandé de présenter un peu Moveo, à la fois ce que c'est la mobilité durable chez Moveo. Et aussi... Oui, le partage d'écran pour que Simon pour qu'on puisse le prendre nous-mêmes. Ah, pardon. Si tu peux arrêter de partager. C'est bon? Très bien. Vas-y. On va y arriver. Désolée. Et ensuite, comment on pouvait aider les startups et particulièrement, mais aussi les PME pour avancer sur les sujets de mobilité durable. Je vais pas forcément être très long, je vais pas forcément revenir sur ce qu'est un pôle de compétitivité en profondeur. Je crois que tout le monde a un peu conscience de ce que c'est. L'idée, ça reste toujours un territoire, une thématique et des membres qui vont travailler ensemble pour innover ensemble. Innover sur le sujet de la mobilité. Notre but, c'est vraiment de fédérer, d'accélérer pour vraiment aller de la recherche de l'idée à la rue, à la solution qui sera concrètement sur le terrain et qui va être utilisée. Aujourd'hui, Moveo, vraiment, nous, notre cœur de sujet, c'est la mobilité innovante et responsable. On a plusieurs sous-axes là-dessus. Qui vont être donc la mobilité à faible empreinte environnementale, j'y reviendrai un peu après, les nouveaux services de mobilité et ensuite quelque chose qui est moins dans le sujet aujourd'hui, l'industrie et la mobilité sûre, autonome et connectée. Moveo, aujourd'hui, on a plus de 600 membres, dont certains sont aujourd'hui ici et j'en suis ravie, qui sont en fait des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, des industriels, des grands groupes, des PME, des startups et des territoires. Les territoires, clairement, notamment, on en parlait avec France Mobilité régulièrement, qui ont un rôle vraiment très important pour expérimenter ces solutions et qui sont très, en général, preneurs de tester ces nouvelles solutions très concrètement, et ce qui est vraiment quelque chose sur lequel nous on travaille pour pouvoir mettre les solutions qui sont proposées par les startups que vous proposez sur ces territoires concrètement, qu'elles soient testées et ensuite mises en place. Je reviens un peu plus sur la mobilité durable selon Moveo. En fait, chez Moveo, on va regarder la mobilité durable et propre de deux façons. Une première qui est peut-être moins le sujet aujourd'hui, je vais passer rapidement, qui est vraiment ce qu'on va appeler la mobilité à faible empreinte environnementale. C'est tout ce qui va être lié vraiment aux véhicules, donc aux motorisations à faible émission ou zéro émission, si ça existe, en tout cas tout ce qui est vers l'électrique, tout ce qui va être la gestion de l'énergie, les sujets de nouveaux carburants, les matériaux innovants, l'allègement, c'est tous ces sujets. Et à côté de ça, il y a tout ce qui est plutôt nouveaux services de mobilité, qui va concerner les nouveaux usages, la mobilité partagée par exemple, les mobilités douces alternatives, les nouveaux types de mobiles, donc tout ce qu'on peut voir aujourd'hui dans la rue avec toutes les questions que ça pose, mais tout ce que ça permet aussi de faire. Tout ce qui est mobilité durable dans la ville, mais aussi en zone peu dense. On parle souvent aussi de mobilité en zone urbaine, et souvent on oublie un peu les zones moins denses, périurbaines ou alors plus rurales. Donc c'est un sujet nous qu'on veut vraiment porter chez Moveo. Tout ce qui est ensuite la prise en compte des nouvelles technologies, de nouveaux services avec les nouvelles exigences sociétales, environnementales, tout ce qui est intermodalité, optimisation de la mobilité, que ce soit pour les biens et pour les personnes. Merci pour l'écran, je n'avais pas vu, donc je suis beaucoup plus loin, je suis à la 6e slide, 5e pardon, si c'est possible d'avancer. Bon, je continue en attendant.
En tout cas, voilà, il y a vraiment beaucoup de sujets. Donc c'est vrai que tout ce que j'ai entendu aujourd'hui, moi j'ai trouvé ça super intéressant parce que clairement, c'est des sujets qui résonnent dans mon oreille, dans ce qu'on fait quotidiennement. Quelques exemples à ce sujet sur des projets qu'on a accompagnés. Je vais peut-être pas m'arrêter sur tous les projets, c'est juste quelques exemples encore une fois, je ne veux pas tout mettre, mais qui favorisent une mobilité plus propre. Je pense à City Scoot, donc qui est un service de location de scooters électriques partagé en libre-service qu'on voit aujourd'hui, qui est bien installé à Paris. Donc, il y a un projet qu'on avait accompagné et mis en relation avec la ville de Paris. Ou alors Hype aussi, qu'on voit aussi dans la rue, qui est la première flotte de taxis à hydrogène parisienne. D'autres exemples, dont je parlais de logistique, Cariole par exemple, qui est aussi une start-up Moveo qu'on accompagne pas mal, qui est sur la logistique et le transport de matériel à vélo. Donc ça aussi c'est un sujet qui est pas mal d'actualité. Donc voilà, il y a pas mal de choses, je vais pas m'arrêter sur tout, je sais qu'on est un peu pris par le temps, donc je vais faire peut-être un peu court pour peut-être me concentrer sur la slide, ma dernière slide, qui est donc plutôt ce qu'on peut proposer comme accompagnement des startups et des PME. En fait, nous, on a presque une mission de service public de l'innovation. En gros, notre objectif, c'est vraiment d'aider l'écosystème à accélérer son développement et la mise sur la mise en fonctionnement et sur le marché de ces solutions par 3 grands outils qui vont être le financement innovation, tout ce qui va être plutôt contact, networking, mise en relation et visibilité. Donc voilà, tout ça passe par vraiment toute une activité de networking, de présence sur des pavillons de salon, Laure en parlait tout à l'heure. Tout ce qui va être donc l'accompagnement innovation, aider au montage de projets, pouvoir expérimenter des projets, j'en parlais tout à l'heure avec les territoires, et vraiment pouvoir monter ces projets et puis trouver les bons territoires selon les solutions qui vont être testées. On a aussi tout un accompagnement international et business, donc c'est vraiment, on essaie de faire quelque chose d'assez complet pour que chacun y trouve son compte. Après, nous, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on fait presque du sur-mesure. Donc, si j'ai un message à faire passer, c'est venez nous voir. À la fois si vous êtes une start-up qui a un besoin en particulier ou si vous êtes une institution, ministère, commissariat général au développement durable qui avait des projets. Nous, clairement, notre objectif, c'est soit de proposer des solutions pour les start-up, soit de mobiliser notre écosystème pour faire des projets qui vont leur servir. Donc, on est vraiment hyper à l'écoute pour répondre à ces besoins. On est partant pour mener de nouveaux projets qui vont vers l'innovation pour la mobilité. C'est pas nous qui allons la faire, mais on va essayer de vous ouvrir le chemin pour vous aider à la faire. Donc, clairement, si The Trip veut tester le système de réservation sur mesure sur le service public, nous, on veut bien essayer d'aider à trouver un terrain d'expérimentation et des financements associés. Pour sensibiliser à la LOM avec 1 kilomètre à pied, on a déjà fait des choses sur... Voilà. On ne t'entend plus. Je sais pas si ton micro s'est décroché ou... Qui existent et qui sont très orientés sur les objectifs de la LOM. Donc, c'est avec plaisir pour vous accompagner. Et vous êtes plusieurs aussi à avoir parlé de missions exploratoires, peut-être à l'étranger. Alors, nous, le président du pôle, c'est pas François Hollande, comme on le voyait sur les slides de Laure. Et en général, c'est plutôt moi ou mes collègues qui accompagnent les missions, mais c'est bien aussi. Donc, à votre disposition pour tout ça et pour parler, pour vous aider à avancer sur tous les sujets que vous avez évoqués. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation rapide et synthétique. Merci d'avoir tenu compte du temps qui nous restait. Donc, on arrive déjà à peu près au terme, mais j'avais dit en début de séance que la DITP devait être présente et c'est Lauriane qui doit être en ligne, un peu cachée sous le nom 2021. Voilà, je vous donne la parole. Donc, vous êtes à la DITP. Et Claire, pardon, veut intervenir peut-être. Au revoir, merci beaucoup et merci pour cette séquence. Merci Claire. Rien, allez-y, il faut qu'on aille assez vite, mais je voulais que vous ayez la parole. Je ne vous entends pas pour le moment. Mes excuses.
Lifeself n'aime pas trop mon ordinateur aujourd'hui. Oui, merci pour cette invitation. Je trouve vraiment que c'est très intéressant. Moi, j'adorais avoir l'occasion d'échanger davantage, effectivement, puisque je suis experte en sciences comportementales. Donc, tous vos outils sont clés. Je suis ravie de voir qu'à chaque fois, il y a des étapes de diagnostic approfondies, qu'il y a une mise en place qui est adaptée sur le contexte et puis des expérimentations. Donc, c'est exactement les étapes qu'on fait en sciences comportementales lorsqu'on déploie des projets. J'ai eu la chance que l'Ecolab m'a mis dans la boucle de ces échanges et je suis vraiment à disposition effectivement pour vous apporter un peu cette brique comportementale si vous avez besoin de support dans la suite. J'ai été très court pour pas déborder du planning. L'offre de service est annoncée, c'est ça le plus important et en effet, mais je pense que tout le monde en est convaincu dans cet échange, la dimension comportementale et l'orientation usagée est fondamentale. Et effectivement, c'était dit dans une des présentations, on a encore trop tendance dans les politiques publiques à être dans une logique d'offre et non pas de partir des usages. Mais on se soigne, voilà, on se soigne tous les jours et on va continuer. Merci beaucoup pour votre dynamisme, votre créativité, votre participation ce matin. Et comme vraiment, je crois qu'on a tous pas mal de contraintes, je n'en dis pas plus. Vraiment, un grand merci et une très bonne journée et une bonne continuation à tous. Une bonne fête, parce que malgré tout, il y a des fêtes. Merci beaucoup, bonne fête à toutes et à tous. Oui, merci beaucoup à tous, c'était vraiment très intéressant. Merci beaucoup. Au revoir, merci beaucoup. À bientôt. Merci à toutes et à tous, merci pour vos interventions. Bonne fête. Merci, au revoir, à bientôt.